et bienvenue au Happy Conf de l'hypersensibilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Stanilevitch et Gabrielle Sebir. Toutes les deux, mères de familles nombreuses concernées par le haut potentiel intellectuel, Cécile et Gabrielle encadrent et organisent bénévolement des groupes de partage d'expériences à destination des parents d'enfants HPI appelés Chantier Éducation Zèbre depuis 2011. Dans le cadre de leur activité professionnelle, elles proposent des ateliers formation à destination des parents d'enfants HPI, des ateliers pour les enfants, des conférences et des accompagnements individuels. Gabrielle travaille également pour le réseau des parents, un réseau de soutien à la parentalité en lien avec les municipalités. Elles sont toutes les deux auteurs de Avec lui c'est compliqué, qui est paru en février 2018, et de Mon enfant est heureux à l'école, paru en septembre 2019 aux éditions Erol. Ce sont de superbes livres avec une approche innovante qui donne aux parents la capacité de trouver leurs propres ressources et ainsi de créer leur propre manière d'accompagner cet enfant qui bouscule souvent le noyau familial par son intensité, ses questionnements, sa sensibilité. Bonjour à tous, bonjour Cécile et Gabrielle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors je dis à chaque fois ça, mais celui-là c'est vrai, et sur l'hypersensibilité sensorielle. Et je vous ai confié cette mission parce que je sais que vous allez vraiment pouvoir nous apporter des clés, des réponses sur tout ça. Et ça va être bien utile, autant je pense pour nos enfants que pour nous. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer cette conférence avec vous. Bonjour Flora. Bonjour Flora. Bonjour. Ça va? Alors justement, j'ai parlé d'hypersensibilité sensorielle. Moi, j'ai l'habitude de dire hyperesthésie. Est-ce que c'est la même chose? Alors non, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, dans cette histoire de sens à fleur de peau, il y a deux choses différentes, mais pour autant qui vont produire des effets assez semblables. Il y a une hyperréactivité sensorielle, une hypersensibilité, c'est un problème de traitement de l'information dans le cerveau. Le cerveau va avoir du mal à moduler les informations qui sont reçues. Donc, en fait, c'est les mêmes sens que tout le monde, mais voilà, le cerveau n'arrive pas à discerner, à prioriser. Il intensifie des stimuli qui devraient être ignorés par le système. Et du coup, ce qui normalement est quelque chose de tout à fait lambda est perçu comme un danger et génère des réactions de survie, de fuite, d'attaque, de personnes qui se figent. Euh, voilà, et c'est la réaction normale de ce type de cerveau et qui est fonction de l'état du système nerveux. Donc nous, on va essayer d'agir quand c'est de l'hypersensibilité sensorielle, de l'hyperréactivité sensorielle, sur l'état du système pour avoir un peu d'impact. Chez les hauts potentiels, par exemple, on parle plutôt d'hyperesthésie, c'est-à-dire que là, ce sont les 5 sens qui sont très aiguisés. Donc le cerveau reçoit plein d'informations qu'il a aussi, qu'il peut avoir un peu de mal à prioriser, mais parce qu'il y en a beaucoup trop. Il est particulièrement réceptif, les capteurs sont très performants et les sens très aiguisés. Et quand on est à haut potentiel, par exemple, comme il y a un traitement de l'information qui est ultra rapide, la surcharge sensorielle arrive aussi. Donc, ce qu'on vous propose de traiter aujourd'hui, c'est la façon dont ça pose problème dans la vie familiale et les stratégies pour y répondre. Voilà, parce que ce soit une cause ou l'autre, en fait, concrètement, ça fait à peu près la même chose en famille. Ça donne des enfants et des parents qui ont du mal à vivre avec leur sens que les autres disent trop sensible, à fleur de peau, avec cette différence qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des autres et cette incompréhension que ça peut générer. Alors, par exemple, ouais, quand je reparle de l'hyperactivité sensorielle, c'est quelque chose qu'on trouve chez les enfants autistes, mais à un très haut niveau. Donc là, nous, on ne va pas aller vers ce domaine-là, parce qu'en fait, on peut être hyper réactif sans souffrir de troubles du spectre autistique aussi. Ouais, Voilà. c'est sur une fréquence en fait. Enfin, et après, on l'est plus ou moins, quoi. Donc, c'est ça? Oui, oui, oui. Et puis, voilà, et on peut être hyper réactif sans forcément avoir un trouble du Mm. spectre autistique. Alors, comment ça se manifeste? Il faut savoir que l'enfant, il est au meilleur de ses capacités dans le moment présent. Il n'exagère pas, il ne cherche pas à attirer l'attention, il ne se plaint pas pour rien. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Voilà, il y a Pierre qui croque des carottes crues. Et le système nerveux de sa sœur enregistre le bruit, mais le module pas suffisamment, ou en tout cas mal. Le bruit est mal priorisé, il est jugé très important, alors que normalement, ça ne l'est pas, et il est anormalement intensifié.
Donc sa sœur n'entend plus que ce bruit, comme des feux d'artifice dans les oreilles. Le bruit est insupportable, elle voudrait que ça s'arrête. Elle s'enfuit loin de son frère pour arrêter d'entendre le bruit et décide de ne plus manger à la table de son frère lorsqu'il y a des bâtonnets de carottes au menu. Ah, donc ça, c'est une hypersensibilité plutôt auditive. Et on voit bien que ça peut générer des crises de l'opposition, parfois même des crises d'anxiété. Ça peut être éprouvant pour les parents, particulièrement quand on ne sait pas comment aider l'enfant. Et l'enfant, lui, peut avoir l'impression d'être perpétuellement agressé sans comprendre pourquoi. Mais attention, voilà, on peut s'en apercevoir parce qu'il y a ces oppositions et ces crises, mais il y a d'autres raisons de faire des crises d'opposition qui ne sont pas forcément liées à l'hypersensibilité. Ce dont comment dire, on s'aperçoit, c'est que les hyperréactifs réagissent plus souvent, plus intensément et plus longuement à des sensations qui sont similaires à n'importe qui, ce qui fait que les autres autour ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle réaction. C'est extrêmement vif, ça semble exagéré, et pourtant, c'est les agressions sensorielles de tous les jours. Donc, c'est vraiment là le cerveau qui n'a pas appris à moduler efficacement les sensations. Plus on est jeune, plus on est fort, plus c'est fort. C'est parce que aussi le cerveau est immature, et ça ne disparaît pas totalement en devenant adulte, même si le cerveau développe peu à peu la capacité de moduler ses sensations. Et puis on développe aussi plus de stratégies, on est donc plus en mesure de réagir de manière adéquate à cet inconfort. C'est pas forcément l'intensité qui est en jeu. On peut ne pas supporter le bruit du frigo et être tout à fait à l'aise dans un concert de rock. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Alors quand on s'est penché sur ce que nous rapportent les parents avec lesquels on travaille, on s'est rendu compte que c'est souvent le toucher et l'audition dont ils nous parlent. Alors, c'est peut-être pas les plus fréquents, mais en tout cas, c'est ceux qui posent le plus de problèmes dans la vie de famille. Bon, l'audition, parce qu'en effet, ça pose des problèmes dans les repas, à l'école. Donc, c'est quelque chose que les enfants disent. Il y a eu du bruit, je suis fatiguée, ou alors tais-toi, j'ai besoin de silence. Et puis le toucher, il y a toutes les problématiques qu'on va développer autour des vêtements, autour des matières, de tout ce que l'enfant est amené à explorer avec ce toucher. Bon, il y a une grande variété de présentation des hypersensibilités. Et c'est quand même en fonction de facteurs personnels et c'est dans un contexte propre à chaque enfant. Donc, il n'y a pas un profil type. Et c'est ça aussi qui fait que nous, parents, on peut avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Alors, il y a des indices quand même qui peuvent nous indiquer une hyperréactivité sensorielle. Par exemple, les comportements qui peuvent être liés, ça peut être l'impulsivité, l'opposition, tu en as parlé, un enfant inconsolable ou qui cherche à tout contrôler, comme la fille qui va contrôler qu'il n'y a pas des carottes au menu avant de s'asseoir à côté de son frère. C'est quand même... les crises, la rigidité, ça peut être la fuite, ça peut même être de l'anxiété, de l'isolement ou une faible estime de soi, aussi à cause de ce que renvoient les autres par rapport à ça. De l'agitation, de l'évitement sensoriel, une disponibilité qui est fluctuante. C'est-à-dire que quand c'est trop, en fait, tout à coup, ils sont plus là. Ils peuvent être présents, mais plus là avec nous. Alors, tu l'as dit, évidemment, toutes les crises n'ont pas ça pour cause, mais ça peut être ça, et parfois on n'y pense pas en tant que parent. D'autant qu'il y a peu d'études sur le sujet. Elles sont surtout américaines. Ce qu'elles disent, c'est que 16% des 7 à 11 ans le sont et 5% des moins de 7 ans. Autant de filles que de garçons, plus souvent des enfants prématurés ou avec une grossesse ou un accouchement compliqué. C'est l'étude de Ben Sasson en 2009. Et on sait que les degrés de sévérité de cette hypersensibilité, ils sont variés. Donc, on se réfère plutôt à l'impact sur la vie quotidienne. Donc, on peut être très hypersensible et que ça n'interfère pas ou peu. Ça arrive aussi, heureusement. Alors, pour savoir si c'est l'hypersensibilité sensorielle, c'est difficile parce que ça n'est pas une maladie, donc les médecins connaissent assez peu. L'autre jour, je suis tombée sur quelqu'un qui disait qu'en Écosse, c'était très connu par les médecins, mais voilà, en France, pas trop, voire pas du tout. Il n'y a pas de test médical facilement accessible pour le savoir, donc peu de médecins et de professionnels qui sont sensibilisés à cette question. Toutes les théories qui décrivent ces troubles sont récentes dans l'histoire paramédicale, donc on a peu de choses. Et puis, les comportements difficiles qu'on a décrits tout à l'heure, qui en découlent, ne sont pas spécifiques à l'hypersensibilité. Donc, un enfant qui est en opposition, il n'est pas nécessairement hypersensible. Et enfin, voilà, les manifestations qui sont différentes d'un sujet à l'autre font que, et même d'un moment à l'autre, c'est-à-dire que dans la même journée, le même bruit peut générer une crise ou ne rien faire du tout, ou en tout cas très peu de choses.
Les neuropsychologues, parce qu'ils ont une bonne connaissance du système nerveux, peuvent suspecter la présence d'hypersensibilité sensorielle au cours de leurs évaluations. Et on peut faire également une évaluation auprès d'un ergothérapeute, qui sont un peu plus formés sur cette question. Alors, on va vous proposer de prendre les sens un par un et de voir ce qui se passe. Donc, pour la vue, par exemple, c'est un enfant qui peut repérer 1001 détails avec une super précision. Par exemple, les éléments qui composent une scène, une pièce, les particularités d'une physionomie, un sens de l'observation vraiment développé. Alors, une sensibilité à la luminosité. Concrètement, ça donne impossible de supporter la lumière trop forte. Donc, ils vont vous parler des néons dans la salle de TP au collège ou au lycée, par exemple. La lumière des chiffres du réveil la nuit, celle qui envoie voilà, l'heure qu'il est, la lumière des écrans. Donc, sur des enfants, par exemple, qui demandent à ce qu'on baisse la luminosité de l'écran. Mais ils ont aussi cette capacité à voir les détails qui trahissent les comportements un peu borderline d'un prof. Je le sens pas celui-là. Et puis en fait, il s'avère qu'en effet, c'était quelqu'un qui avait une personnalité borderline. Il peut voir les infimes détails, les changements d'attitude chez les autres qui semblent suspects, les changements de décoration que vous n'auriez pas remarqué. La supervision nocturne. Le champion du jeu, le lynx, du doodle. Les enfants qui trouvent la moindre miette, la petite bête, le petit coquillage sur la plage, celui qu'on cherche particulièrement, et c'est cet enfant-là dont on sait qu'il est capable de le trouver. Mais c'est aussi un besoin de beauté. Il ne supporte pas les tenues de telle ou telle couleur. Il est gêné par la vue du désordre. Alors, c'est autant de manifestations, hein, ils n'ont pas tous… voilà, chacun a sa manière de réagir. Justement, que tu disais, ils sont gênés par le désordre, mais je pense qu'à la fois, est-ce qu'ils en ont conscience? Parce que je ne suis pas sûre que pour autant, ils rangent leur chambre, quoi. Ah non, c'est indépendant. Hein. C'est ça, non, qu'on se malheureusement. rassure, ils ne vont pas se mettre à ranger pour autant. Bon, ça dépend. Il y a ceux qui te diront, moi, je ne peux pas aller dormir chez un tel, il y a trop de bazar dans sa chambre, le soir, ça ne m'apaise pas pour dormir. Ça peut exister aussi. Évidemment, s'ils étaient tous comme ça, on ne s'agiterait pas le soir pour qu'ils rangent leur chambre. Ouais. Et non, je veux dire, moi, je suis impressionnée par le fait que parfois, il y a quand même beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à le verbaliser quand même. En fait, ils explosent et même en tant que parent, c'est vrai que moi, parfois, je suis étonnée et des réactions et j'ai du mal à me dire que c'est cette petite chose-là qui a fait ce grand chahut. Et pourtant, je connais très, très bien le sujet, quoi. C'est vrai que c'est parfois assez étonnant. Et après, ça peut être aussi la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. C'est ça, on va en parler après, c'est-à-dire que tu as aussi le niveau auquel le niveau de tension dans lequel tu es et la petite goutte qui fait que là, ce désordre-là, il n'est plus possible. Oui, sauf que souvent, quand même, ils sont assez… Enfin, moi, je ne sais pas, mais les miens, ils sont assez sous tension, justement, parce que, on va le voir avec vous, mais il y a la lumière, il y a le son, il y a plein de choses, quoi. Oui. Alors justement, on va passer à Louis. Voilà, ce sont des personnes qui ont la capacité de percevoir des fréquences très larges et à prendre en compte plusieurs sons en même temps, ce qui est très envahissant. Et pour certaines personnes, certains types de bruits attirent inévitablement leur attention, ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à éviter certains sons. Par exemple, ils n'aiment pas le bruit des clignotants de la voiture, dommage quand il faut tourner à gauche. Le brouhaha de la classe, de la cantine, la télévision qui est trop forte, les cris, les parcs, les magasins, les voitures, tout ça, ça peut être des sources de stress pour l'enfant. Ils peuvent être également sensibles à des bruits comme le froissement du papier, insupportable. Alors, nous, on pense plus à genre l'ongle dans l'assiette. Bon, ça, tout le monde est sensible. Mais là, c'est des choses vraiment, des bruits encore plus ténus. Et certains sont tellement sensibles à certaines fréquences que ça peut être douloureux. Il y en a qui ne supportent pas les aboiements des chiens, le bruit de la mastication quand ils sont à table, avec les carottes, on l'a vu tout à l'heure, le bruit de l'aspirateur, ou au contraire, ce bruit peut les bercer, comme parfois le bruit d'un bain, d'une douche, le bruit de la machine à laver, le tic-tac des horloges, le bruit des canalisations, les cris, les chuchotements, les sifflements continus des appareils quand ils sont en veille, toutes les conversations à table, le déjeuner de famille, ça peut être un grand moment sensoriel, les brouhahas de fond, le bruit du vent, le bruit, tous les petits bruits parasites de la vie. C'est trop de différents types de bruits en même temps. Ça peut être aussi… Ah, alors attendez, on ne vous entend plus. Tu nous entends? Oui, alors voilà. Je parlais des différents types de bruits, je crois, ou de sons. Oui, des différents types de bruits. Ça peut être aussi le bruit des couverts à table, le bruit des stylos, le bruit des sèche-mains,
Il y en a qu'il faut prévenir à l'avance. Tu verras, dans l'aire d'autoroute, il y a des sèche-mains, ça va faire du bruit. Les feux d'artifice en fait, ils sont insupportables, ils ne peuvent pas assister à un feu d'artifice. À moins, voilà, ça devient une crise, voilà, des enfants inconsolables, et on ne comprend pas pourquoi, parce que nous, on trouve que c'est beau. Et voilà. Alors, il y a l'odorat. Ce sont des personnes qui peuvent distinguer un très grand nombre d'odeurs et leur donner du sens. Ils se remémorent un événement, une personne, un lieu, etc. Ils peuvent être également très gênés du fait d'odeurs à peine perceptibles par les autres. L'odeur de la salade, par exemple. L'odeur du concombre, l'odeur de la coccinelle, l'odeur des insectes qui soient écrasés ou pas, d'une façon plus générale, l'odeur de certaines plantes, l'odeur de la carie dentaire du voisin. Bon, bref, certains parfums qu'on ne soupçonnerait pas comme pouvant être incommodants. Et puis l'impossibilité du coup de goûter un plat si l'odeur déplaît. Il y en a qui nous ont dit j'étais un chien dans une autre vie. Donc ça résume bien. Ça, ce côté, en fait, c'est l'odeur qui m'indique. C'est l'odeur qui m'indique comment je vais réagir. Moi, j'ai un enfant, quand je lui donne quelque chose, il le porte à son nez. C'est vraiment surprenant. Certaines odeurs que vous percevez à peine peuvent les mettre dans tous leurs états. Donc, par exemple, il y a une maman qui nous dit « Impossible de manger du chocolat en douce. Mon enfant me démasque systématiquement, et même de loin. » Et puis, une autre maman qui nous a dit « Dès qu'on va dans un nouveau lieu, mon enfant me fait systématiquement une remarque sur l'odeur, avant toute autre considération. » Et on va passer au goût. Alors, pour le goût, ce sont des papilles gustatives qui peuvent apprécier des mets aux saveurs prononcées que la plupart des enfants ne supportent pas, ou à l'inverse, empêcher totalement de goûter certains plats. Ça peut aller jusqu'à un trouble de l'oralité qui touche en fait deux sens, à la fois le toucher et le goût, et qui peut être rééduqué par des orthophonistes qui sont spécialisés dans ce domaine. Et cette hypersensibilité peut générer du coup des troubles alimentaires, les refus des aliments nouveaux, des problèmes de mastication, des textures, détester ce qui est mou, détester ce qui est qu'on doit croquer, détester quand il n'y a pas non plus, par exemple, le goût industriel. Il y en a qui n'aiment bien que quand il y a le goût industriel, ou au contraire, voilà, il ne faut surtout pas qu'il y ait ça. Voilà, ça peut aussi aller jusqu'à des difficultés pour le brossage des dents et la prise des médicaments. Et concrètement, voilà, ça se manifeste par le refus de beaucoup d'aliments. Souvent, l'enfant accepte moins de 20 aliments différents, refuse de les mélanger dans l'assiette, refuse le mou, le croquant, l'acide, l'amer, l'acidité qui fait grimacer et qui va refuser absolument certains plats. Mais c'est vraiment dans les deux sens. Et alors, par exemple, quand on est sur de l'hyperesthésie, ça peut être aussi voilà, vraiment arriver à déguster des choses que personne n'a envie de manger aussi. Donc, voilà, c'est vraiment des deux côtés. C'est ça, faire des expériences culinaires particulières, on va dire. Ah bah, alors moi, je peux donner voilà, une expérience. Les miens, ils raffolent des croûtes de Saint-Nectaire. Voilà, et les autres, enfin, des croûtes de fromage. Je me disais que je n'avais pas besoin d'acheter d'Actimel. Je mangeais les croûtes de fromage. J'avais un peu l'impression d'être dans les visiteurs. Oui, je connais ça aussi. Alors, on arrive au toucher, qui a un sens voilà, qui peut vraiment souvent poser problème dans la vie de famille. Sont des enfants pour qui le contact physique est vraiment important. Ça représente un moyen de communication non verbale avec les autres. Toucher des objets complète également sa vision du monde. Donc, il tripote, quoi. Alors, il peut pas s'empêcher de toucher tout ce qui l'entoure. Son besoin de contact est très élevé et indispensable à son équilibre affectif. Alors, ça peut être aussi l'évitement maximum des contacts, quels qu'ils soient, parce que c'est une réaction trop forte. Donc, certaines matières sont désagréables pour lui. Et concrètement, c'est un enfant qui ne supporte pas les étiquettes sur les vêtements, qui gesticule, qui s'irrite. Ça peut être un enfant qui ne veut pas se moucher, qui n'aime pas être mouillé, qui ne supporte pas la texture du sable, la pâte à modeler. Donc, la maîtresse, par exemple, en maternelle, dit votre enfant, lui, ça le dégoûte, quoi. Alors qu'il y en a d'autres, ils y vont. Plus c'est... Ouais, ils y vont comme ça. Ouais. Et au contraire, il y a ceux qui adorent ce côté mou de la pâte à modeler. Ou, bon, même chose pour certains aliments. Les tissus qui sont insupportables. Alors, les coutures, des culottes, des chaussettes, des collants. Impossible de mettre des vêtements trop serrés. Au contraire, il faut que les vêtements serrent beau. Difficulté pour couper les cheveux, pour couper les ongles, l'impossibilité d'avoir les cheveux détachés parce que ça gratte.
C'est les enfants qui supportent pas le sale, les poubelles, qui détestent les câlins ou au contraire qui sont tout le temps collés serrés. Et puis qui n'aiment pas la sensation du froid. Donc ça, c'est ou bien le chaud. Il y a les enfants qui sont tout le temps en t-shirt et puis il y a les enfants qui sont tout le temps super couverts, même en été. Et bref, quand tous les sens sont exacerbés, bah, l'enfant il est submergé par son environnement et ça peut donner ça, le déjeuner en famille en plein air. Donc, il y a la lumière du soleil, il y a le vent, il y a la chaleur, il y a le bruit de la mastication des couverts, et puis il y a en plus les conversations, les odeurs du jardin, des voisins, des plats, le toucher de la nappe, des serviettes, les insectes qui passent par là. Bref, ça peut être hyper tendu, hyper difficile pour un enfant de vivre ça. Alors qu'on se réjouissait de faire un pique-nique avec, ou de déjeuner dehors. On disait: «Ah super, les beaux jours reviennent, on va enfin pouvoir déjeuner dehors» et en fait, pour lui, c'est insupportable. C'est ça, en fait, parfois, c'est tu organises quelque chose, tu es super content et puis, en fait, il y a une enfin, moi, je dis il y a une crise, enfin, il y a voilà, il y a une surstimulation et ça finit au drame, quoi et on a du mal à comprendre. On dit: «Mais il fait beau, on a prévu une balade, on a prévu un pique-nique et tout ça», mais en fait, non, ça se passe pas bien et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important de décoder, du coup, ce qui se passe, quoi, réellement, derrière ça, quoi. Voilà et justement, on va voir de quelle manière on peut, accompagner l'enfant, qui a soit cette hyperactivité ou cette sensibilité sensorielle. Alors on peut apprendre à la gérer et c'est notre rôle de parent d'ailleurs que de l'accompagner sur cet apprentissage spécifique, parce qu'autour, les gens vont pas nécessairement comprendre, voire pas comprendre du tout et donc notre rôle, ça va être de l'aider à identifier, à valider ce qui se passe, parce qu'en fait, effectivement, il se passe quelque chose qui ne se passe pas chez les autres, et d'outiller l'enfant, de le prévenir aussi, enfin, quand il est petit et qu'il n'est pas en capacité de se prévenir lui-même et de le responsabiliser par rapport à cette hypersensibilité puisque tout le monde, enfin, petit à petit, il faut qu'il apprenne à, être autonome avec ça. Voilà, à bien se connaître, Alors, on va commencer par identifier, prendre le temps d'envisager la situation du point de vue de l'enfant. C'est vrai que nous, on n'est pas dans son corps, donc il faut arriver à comprendre ce qui se passe dans son corps, ce qu'il ressent, apprendre à reconnaître aussi les émotions qui sont liées. En fait, il y a quand même des situations qui sont récurrentes. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on l'emmène, qu'on essaye de l'emmener au conservatoire pour écouter, l'aîné qui est en train de jouer, je ne sais pas quel instrument, mais en fait, ça tourne en cacahuète et en fait, il y a visiblement une hypersensibilité auditive. Bah, donc voilà, on va faire autrement. La prochaine fois, c'est quelqu'un d'autre qui va l'accompagner ou bien on va laisser, voilà, on va aménager les choses pour que ça soit possible et reconnaître, voilà, toutes les émotions qui y sont liées. Parce que c'est vrai que c'est injuste quand même de ne pas pouvoir, assister à quelque chose parce qu'on a mal aux oreilles, c'est très frustrant, c'est décourageant. Et puis on a honte aussi, enfin voilà, quand on a un enfant qui se met à hurler en plein milieu du feu d'artifice et qui couvre presque le bruit du feu d'artifice, voilà, on a juste envie de trouver un tunnel là tout de suite pour, rentrer. Voilà et on court jusqu'à la voiture et en se disant, voilà: «Pourvu que personne m'ait vu». Voilà, il y a la nécessité aussi de réconforter l'enfant qui quand il est agressé par ses sens, la nécessité de lui expliquer ce qui se passe pour lui, pour qu'il puisse reprendre le contrôle et commencer à élaborer des stratégies, pour qu'il puisse faire autre chose que subir tous ces sens qui lui envoient tellement d'informations. On peut imaginer aussi pour identifier, de fabriquer une petite échelle ou une petite réglette de mesure, de saturation de 1 à 5. Où est-ce que tu te sens? Est-ce qu'on est dans le vert, dans l'orange, dans le rouge? Et petit à petit, identifier avec lui les niveaux de saturation. Comme ça on se dit: «Ah oui, c'est vrai que là, en fait, il y a eu une grosse journée, peut-être que c'est peut-être pas le moment pour faire telle ou telle chose». Voilà et on va continuer avec comment valider et accueillir ce qui se passe. Ouais, l'idée c'est de pas minimiser et de pas comparer. On pourrait dire: «Non mais là, tu es trop sensible, regarde ta sœur, ça lui fait pas le même effet». Juste valider et ce que vit l'enfant et puis lui offrir notre soutien. C'est-à-dire, «Je vois que tu fais une grimace, bah, qu'est-ce qui se passe?» et pas suggérer: «Ah, c'est encore ce bruit», ou alors: «Ah, je pense que tu as trop chaud», juste le laisser dire parce que plus il sera à même lui-même d'identifier ce qui se passe, plus on va l'autonomiser sur cette question. Donc essayer de pas trop suggérer. Et puis, alors on parle souvent d'accepter, je proposerais d'accueillir. Alors peut-être qu'accepter, c'est un stade pour nous parents déjà, se dire: «OK, il n'est pas en train de nous faire du cirque, il a vraiment, trop chaud», par exemple et donc ça le met vraiment dans cet état. Mais finalement, l'accueillir, ce serait dire, «Il est comme ça et c'est OK.
Et en fait, c'est mon enfant. Et il a le droit d'être comme ça. Et puis, ça fait partie de lui. Et donc, on peut nous aussi partager notre propre expérience ou faire un parallèle avec un autre enfant. Bah, toi, tu es hypersensible au bruit, bah, ta sœur, elle est hypersensible aux odeurs. Donc, tu vois, quand elle te demande de ne pas poser le plat de fromage à côté d'elle à table, voilà, c'est du même ressort. Et donc, on peut prendre soin d'elle comme on prend soin de toi. Et puis, normaliser, c'est-à-dire, oui, c'est embêtant, mais en fait, c'est normal compte tenu de son système nerveux, c'est-à-dire que ça fait partie de lui. Ensuite, voilà, la stratégie suivante, c'est d'outiller l'enfant pour pas le laisser tout seul avec ça et petit à petit lui apprendre à savoir comment faire de tous ses sens, soit trop en éveil, soit ce cerveau qui a un petit peu de mal à moduler tout ça. On va lui apprendre à moduler son état d'éveil nerveux pour retrouver son calme. Donc, on va lui donner des habitudes, des stratégies, des outils et des équipements. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard sur tout ce qu'on peut faire globalement. On va lui donner des outils et des stratégies pour faire face à la surprise générée par le stimuli, par exemple un bruit dans la rue tout à coup. Voilà. Après, il y a des choses qui sont incontournables, il y a des choses qu'on peut choisir de gérer. On peut déjà commencer à moduler un petit peu. Et puis, on peut l'amener à connaître l'accumulation qu'il peut y avoir dans les agressions sensorielles. Toute la journée, on le voit notamment avec les enfants quand ils sont petits, hein, toute la journée, il y a une succession, il y a une espèce de vase sensoriel qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, et qui déborde. Et on arrive à la surcharge, et là, il y a une espèce d'étouffement, de confusion, ils ont mal au ventre, ou alors ils sont complètement hyper tendus, il y en a qui ont l'impression d'être écorchés, tellement et tous les sens, voilà, on n'arrive plus à gérer. Donc voilà, les mener à voir où se situe et quand se situe cette accumulation pour aussi être plus indulgent vis-à-vis d'eux-mêmes. Dire, ok, c'est bon, en fait, je sais, en fait, tous les soirs, il y a un moment donné où c'est comme ça, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et justement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se construire un mode survie ou un plan d'urgence pour pouvoir répondre à ces moments-là. Alors, il y a le plan d'urgence, mais il y a aussi comment on peut prévenir, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut anticiper. À froid, on peut en reparler et puis on peut décider ce qu'on fera la prochaine fois. Donc, il y a apprendre à notre enfant à communiquer sur ses besoins et sur ses limites quand c'est nécessaire. Donc, l'idée, c'est d'acquérir peu à peu le vocabulaire qui soit spécifique, qui soit respectueux, parce que dire ta gueule à sa sœur, eh ben, en fait, la limite, c'est la limite de la bonne ambiance dans la famille. Alors qu'en fait, si on lui dit, en fait, là, tu parles trop fort, et moi, en fait, c'est la fin de journée, je suis fatiguée, et ce son qui n'a pas l'air de gêner personne d'autre, ben là, en fait, moi, je ne peux plus. Donc, ça permet du coup de pouvoir envisager, est-ce que tu peux changer de pièce, s'il te plaît, ou est-ce que tu peux baisser d'un ton, etc. Identifier les déclencheurs, donc comprendre les contextes où ça a lieu. Donc, on parlait du feu d'artifice. Ben, quand on s'est rendu compte que le feu d'artifice avait un tel effet, on peut du coup se poser la question, est-ce qu'on va voir le suivant? Ou si on va voir le suivant, est-ce que tu es OK? Tu sais que ça va faire du bruit, qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là, etc. Apprendre à discerner quand il est nécessaire de se respecter et d'éviter certains stimuli et quand on peut supporter un stimulus inconfortable. C'est-à-dire, c'est la question de ma limite. Et se poser la question plutôt que de subir, subir, subir. Éviter la surcharge. Donc, c'est anticiper les inconforts. Donc, par exemple, il y a des lieux où il y aura des surstimulations. Donc, typiquement, le parc d'attractions, avec tous les gens qui crient, qui font du bruit, les musiques qu'il y a autour des machines. Donc ça, c'est typiquement, on peut se poser la question. Est-ce Voilà, que ouais. vraiment, on est obligé d'aller toute la famille à ce parc ou est-ce que moi, en fait, je peux en profiter pour me faire un moment calme à la maison pendant que mon conjoint emmène les enfants? Ouais, et il faut penser aux supermarchés et aux centres commerciaux. Ça peut être, alors c'est fatigant pour tout le monde parce que il y a du bruit. Alors, à part si on adore vraiment le shopping. Dans ce cas-là, on peut faire un petit peu abstraction, mais il y a énormément de bruit, énormément de lumière, énormément de stimulation, énormément de monde. Ça peut quand même virer au cauchemar assez rapidement. Donc, c'est typiquement le genre de situation qu'on peut adapter ou en tout cas faire que par petits bouts. Alors, et il y a aussi cet effet-là, on n'y pense pas toujours, mais dans les films et dans certains jeux vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas étonnant que notre enfant, par exemple, notre ado, puisse sortir de là un peu à cran. Et ça peut être juste ça, ce vase sensoriel qui a été déjà bien rempli par tout ce qu'il a vécu, par son aventure dans le jeu, par exemple, mais aussi par tout le bruit, tout ce qui a pu lui arriver pendant ce temps-là, les couleurs vives, etc. Alors,
Cela étant, il y a aussi la question de ne pas créer le cercle vicieux et de garder une attitude positive parce que si on est dans le j'ai peur que ce soit trop fort, attention mon chéri, ça va être trop fort. Du coup, on peut devenir hyper vigilant. Et du coup, c'est trop fort. Et du coup, ça renforce la peur. Donc l'idée, c'est de rester dans une attitude plutôt positive et qui permet de calmer le jeu. Et puis l'idée, c'est que plus on apprend jeune, plus on arrivera à composer avec. Et ça permet aux troupes de devenir moins envahissantes. Et puis, il y a la question aussi de gérer l'épuisement de mon énergie, c'est-à-dire me ménager des pauses. Parce que cette hypersensibilité sensorielle, elle met tout le monde à rude épreuve. Donc, c'est vraiment la question de la saturation qui génère une fatigue, un besoin d'être seul. Parce que sinon, on peut devenir vraiment agressif. Donc, on peut se mettre dans un état d'hypervigilance qui provoque cet épuisement physique, mental, émotionnel. Et c'est d'autant plus difficile du coup de bien réagir, de trouver des solutions créatives. En fait, on n'est pas en état. Donc, du coup, l'idée, c'est de retrouver cet état dans lequel on peut avoir cette flexibilité. Parce que l'état de notre système nerveux, il affecte la modulation, celle dont on parlait au tout début, celle qui fait qu'on va décider si un stimulus est important ou pas. Donc, tout ce qui ne va pas être favorable, ça va être la fatigue, les changements, la faim, les hormones, le stress, l'anxiété, la maladie, le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, des situations nouvelles. Tout ce qui est temps de transition aussi, alors ça se voit particulièrement à l'école, c'est des enfants qui sont en stress absolu au moment des temps de transition. Mais aussi tous les temps, on n'est pas encore monté dans la voiture, on n'est pas, je ne sais pas si vous avez, enfin, les départs en vacances, très intéressant, les départs en vacances, parce qu'il y a, il y a l'odeur des valises qui ne sont pas tout le temps sorties, il y a l'odeur de la voiture, il y a ce stress autour, et tout est là, tout est bien pour que sensoriellement parlant, ça soit une catastrophe. Et même, je crois que ce sont des enfants qui ont du mal, justement, enfin, donc, quand tu l'as dit, mais dans les moments de transition, de passer d'une activité à, c'est ça, en fait, à rien, non? Aussi, C'est ouais. difficile. Il y a tout un état de stress à ce moment-là auquel ils sont particulièrement sensibles. Alors, on en parlera aussi après de cette question du tout et du rien. Ok. Parce que c'est vraiment, oui, il y a un nœud là, il y a quelque chose dont on peut se servir, en fait. Donc, oui, les huiles essentielles, ça peut aider, du coup, l'enfant. Alors, attention évidemment aux précautions d'usage. Les huiles essentielles, ce n'est pas inoffensif, donc il faut se faire conseiller sur la question. Mais les parents nous disent que le petit grain de bigarade, que la lavande vraie, la marjolaine, la mandarine, l'orange douce, ça peut aider l'enfant à se détendre. Donc, on peut mettre un diffuseur chez soi, on peut mettre quelques gouttes de petits grains de bigarade ou de lavande sur l'oreiller, et ça peut aider à faire baisser le niveau de saturation. On vous de voir aussi qu'est-ce qui marche chez votre enfant. On va vous donner un certain nombre de pistes, mais après, c'est l'expérience de chacun. Voilà, c'est vraiment un tâtonnement. Puis comme il n'y a pas 2 enfants pareils et 2 niveaux de sensation pareils ou de modulation pareil, voilà, à chaque fois, c'est vraiment une adaptation. Une autre manière de pouvoir gérer cette question, c'est d'apprendre à gérer l'état de l'éveil de l'enfant, de l'éveil du système nerveux. Son niveau de vigilance ou de réactivité du système nerveux. En fait, notre système nerveux, il est très fluctuant. Il peut être en éveil élevé à certains moments, en hyperactivité parce qu'il y a des stress intenses, et puis en éveil bas, quand on est en léthargie, quand on dort, par exemple. Donc, notre éveil pendant la journée peut se trouver tout le temps, enfin, n'importe où entre les deux. Normalement, le système nerveux, il s'ajuste en fonction des besoins et des situations. Donc, plus la situation exige un niveau d'éveil élevé, plus la vigilance sensorielle augmente. Et inversement, normalement, ça baisse, c'est ça qui me permet de m'endormir. Parce que sinon, si j'étais encore hypersensible à plein de choses, je ne pourrais pas. Si j'étais j'étais en état d'éveil élevé, d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on fait du sport avant de s'endormir le soir, il faut un temps pour que ça baisse et retrouver un état d'éveil nerveux plus bas pour pouvoir s'endormir. Donc, on va viser l'aider à avoir un niveau adéquat au contexte. Et pour ça, on va s'occuper de tout ce qui est amplificateur de ce niveau d'éveil. Déjà, si on respecte les besoins primaires de l'enfant, la faim, la soif, le sommeil, le stress, on va limiter la réactivité. Également aussi un cadre sécurisant avec des points de repère, ça peut nous aider. Parce que quand ces besoins-là ne sont pas respectés, en tout cas pas suffisamment respectés, l'hypersensibilité sensorielle s'accroît de fait. Donc, il faut s'assurer que l'enfant mange de manière équilibrée, qu'il n'y a pas
d'excitants comme le thé, le café, le coca, les aliments très sucrés qui peuvent jouer sur les perceptions et qui mettent dans un état d'éveil élevé. On le voit bien quand ils reviennent d'un goûter d'anniversaire où ils sont baffrés de bonbons et de coca. Enfin, ils ont un état intéressant à la fin à la fin de l'anniversaire. Voilà, on est content que les parents viennent les chercher, par exemple. Voilà, accorder aussi suffisamment de repos quand on sait qu'il va y avoir une activité exigeante du point de vue sensoriel. Voilà, en fait, demain, c'est une grosse journée, on se couche tôt, parce qu'on sait qu'on voilà, va avoir besoin de toute cette capacité de récupération pour la suite. S'assurer aussi qu'il boit suffisamment. Au besoin, l'autoriser à se promener avec une petite gourde d'eau. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment cette bouteille d'eau peut vraiment aider. Et ça, c'est quelque chose, ils peuvent être autonomes assez vite à partir du moment où ils savent qu'en fait, voilà, ils se promènent avec leur bouteille d'eau. Voilà, moi, j'en ai une chez moi. Si elle n'a pas sa bouteille d'eau, c'est juste une catastrophe. Et quand on l'oublie, généralement, on se souvient la prochaine fois qu'il ne faut pas oublier la bouteille d'eau. Voilà, s'assurer qu'il dort suffisamment. Alors, il y a un autre amplificateur qui est donc le stress. Alors, anticiper les sources de stress. Alors, la vie est forcément un peu stressante, donc on ne peut pas tout enlever, et en fait, heureusement aussi. Mais on va apprendre à gérer ça parce qu'on va la mettre dans un cadre qui est suffisamment sécurisant. On va aussi limiter les activités et les lieux qui créent du stress. On a parlé du supermarché et tout, des parcs d'attractions, mais il y a plein d'autres moments. On n'est pas obligé, enfin, tout à l'heure, on parlera de comment on peut moduler tout ça. On peut être quand même dans la prévention de certains déclencheurs. On ne peut pas être dans la prévention totale parce que quand même, l'objectif, c'est que cet enfant, il arrive à vivre dans la société avec les autres. Donc, on n'oublie pas quand même que ça ne serait pas lui rendre service non plus que de l'élever dans du coton parce qu'il est hypersensible à plein de choses. Alors, on va juste lui apprendre à savoir comment faire avec ça. Faire en sorte aussi que l'enfant pratique des activités qui permettent de contrôler l'anxiété, du sport, de l'exercice physique, des séjours dans la nature, des massages. Et enfin, ceux qui jouent beaucoup, ça je pense qu'il y en aura plein qui verront tout à fait de quoi on parle, c'est d'avoir un environnement positif qui va vraiment considérablement jouer. Voilà, quand c'est des endroits stressants ou très négatifs, tout à coup, on se remet en hypervigilance, et c'est normal, enfin, le cerveau qui est comme ça. Et donc, voilà, l'hypervigilance fait qu'il y a aussi une hypervigilance sensorielle, et tout à coup, tout va redémarrer. Voilà, donc c'est une vie plutôt régulière, plutôt saine. On limite aussi, voilà, avec cette vie-là, le fait qu'il puisse être totalement submergé. Enfin, il y a aussi, voilà, on va prendre soin du cerveau en lui apportant les nutriments. Donc, on peut aussi aller du côté de la micronutrition, alors en donnant des cures régulières de magnésium, à toutes les vitamines et tout ça qui vont prendre soin du cerveau. Voilà, ça va aider à moduler. Voilà, ça ne peut que l'aider. Voilà, ça ne peut pas faire de mal. Donc, on vous demande quand même de voir avec un médecin parce qu'il y a des doses suivant les âges et tout ça, et donc il faut quand même respecter tout ça, mais ça vaut le coup de voir comment on peut aider le cerveau de notre enfant à mieux gérer tout ça. Moi, depuis l'adolescence, quand je devenais de mauvaise humeur, ma mère me donnait du magnésium. Et donc, finalement, je fais des cures 2 fois par an, et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Alors, évidemment, on est allé voir un médecin avant de faire des cures de magnésium, mais il peut y avoir des effets insoupçonnés. Voilà. Des effets bénéfiques assez simples, finalement, à obtenir. On voulait vous parler de la responsabilisation. C'est-à-dire que, en tant que parents, nous, on a aussi, dans cette autonomie qu'on cherche de notre enfant, à viser la responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas toujours aller toquer chez les voisins en leur disant je suis hypersensible au bruit, donc vous ne pouvez pas faire de bruit. Dans une certaine mesure, ça dépend de chacun de prendre sur soi cette part qui dépend de soi. Le voisin, il peut aussi faire attention, hein, mais voilà, il peut faire attention jusqu'à un certain point. Et c'est aussi à nous de prendre sur nous cette part-là. Donc, nous, on a à apprendre à vivre avec. Parce qu'on demeure responsable de nos comportements. Et donc, c'est à nous d'anticiper. C'est à nous de nous préparer, dans la mesure où on peut anticiper, dans la mesure où on peut se préparer. Hein. Évidemment, s'il y a une explosion dans la rue, je ne peux pas me préparer. Mais si je vais au cinéma, je peux me préparer. Et c'est à nous de, dans une certaine mesure, tolérer les agressions. Et gérer la surcharge, même si c'est difficile, même si c'est injuste, parce que moi, j'ai cette sensibilité plus importante que les voisins. En fait, elle fait partie de moi et c'est injuste, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut aussi être une chance que les autres n'ont pas. Donc, de toute façon, ça fait partie de moi, comme l'autre, il peut avoir un problème de santé que je n'ai pas. Donc, c'est
c'est cette spécificité de mon corps que j'ai à accueillir, comme on a proposé aux parents d'accueillir celle de son enfant. Donc, c'est à nous d'apprendre à la connaître le plus en finesse possible et de déceler. Il y a aussi, oui, il y a des moments où je ne vais pas arriver à gérer. Il y a des moments où, oui, je vais exploser, bien sûr, ça va arriver. C'est mon imperfection. Mais en tout cas, avancer sur ce chemin-là de la connaissance de soi qui me permet de vivre au mieux, voilà, avec ce que je suis. Alors, on voulait vous parler maintenant de l'accompagnement des professionnels. Tu veux en parler, Gabrielle? Non, vas-y. Ah, c'est moi. Alors, il y a des psys spécialisés, il y a des neuropsychologues, il y a des ergothérapeutes, des psychomotriciens. C'est en général les professions vers lesquelles les parents se tournent ou les professions qu'on a été voir pour une autre raison et qui se mettent à nous parler de ça. Donc, ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est d'établir ce qu'on appelle un profil sensoriel. Donc, l'idée, c'est de travailler sur l'intégration sensorielle. Donc ça, c'est une démarche qu'on peut proposer à nos enfants et aux adultes, en fait, quel que soit l'âge. Donc l'idée, c'est que normalement, la maturité du système nerveux fait que la situation s'améliore. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et on peut garder tout ou partie de réflexes qu'on appelle archaïques, c'est-à-dire des réflexes qu'on avait bébé à la naissance. Et donc, on reste dans cet état d'hyper-vigilance qui peut rendre trop réceptif aux stimuli sensoriels. Donc, à ce moment-là, ce sont des approches qui sont de l'ordre du neurodéveloppement et qui peuvent être intéressantes à aller explorer. Donc, le professionnel, il va aller vérifier quelles sont les hyperréactivités et il apportera une aide en fonction. Donc, en fait, il va parler d'intégration, c'est-à-dire qu'il va identifier les réflexes en cause et puis il va faire travailler l'enfant, la personne, pour les faire disparaître comme ce serait le cas en grandissant, en théorie. Donc, c'est une approche qui n'est pas beaucoup explorée en France, mais les parents nous rapportent de très bons résultats. Alors, c'est des résultats plutôt globaux, c'est-à-dire que ça ne va pas avoir des impacts que sur les 5 sens, mais aussi, par exemple, sur la façon dont notre enfant investit son corps. Donc, par exemple, sur sa maladresse ou sur d'autres aspects un peu inattendus. Donc, c'est vrai que ce sera un des effets parmi d'autres, par exemple, de mieux supporter les vêtements. J'en profite pour dire que justement, il y a une conférence qui va parler, une conférence de Sylvie Portas qui va parler des réflexes archaïques bien en détail. Et voilà, ça approfondira le sujet. Ah, voilà, on vous invite à faire le lien. Mais vraiment, ça nous semble quelque chose de vraiment prometteur sur cette question. Alors, on a parlé tout à l'heure des troubles de l'oralité, quand ils sont vraiment identifiés comme troubles de l'oralité, là, c'est un orthophoniste qui pourra accompagner notre enfant. Et puis, quand c'est des problèmes de son, c'est pas mal d'aller chez un audioprothésiste, ne serait-ce que pour cette question des bouchons d'oreilles sur mesure. Parce que les enfants, il faut quelque chose à leur taille. Il y a aussi des professionnels qui peuvent nous accompagner sur ce qu'on vit, transformer ce que ça génère en nous et prendre cette distance. Donc là, ça va être tout le travail que peuvent proposer les sophrologues, les hypnothérapeutes. Ça peut être vraiment puissant, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider. Moi, j'ai expérimenté la méthode Vitose. Donc, la méthode Vitose, c'est une méthode qui passe par les 5 sens. Donc, qui met en action avec des petits exercices tout simples et qui nous autonomise aussi. L'idée, c'est qu'on apprenne à les faire nous-mêmes, qui peut nous permettre de vraiment calmer, faire baisser cette tension, faire diminuer le niveau dans le vase sensoriel. Alors, bien sûr, il y a la méditation de pleine conscience qui permet de… Alors, là, on joue sur l'état d'éveil, la méditation de pleine conscience. Et puis, déjà, prendre conscience de là où on en est, là où j'en suis maintenant. Ça, on peut le faire dans le métro en rentrant du boulot. Et donc, du coup, peut-être arriver moins tendu sans avoir conscience qu'on est tendu. À la maison, au moment où les enfants vont nous jeter dessus, avec toute la liste des trucs à faire quand on rentre. Alors, il y a aussi des pratiques basées sur les énergies, parce qu'on a pas mal parlé d'énergie quand même. Et moi, donc, je pratique l'EFT, donc Emotional Freedom Technique, et c'est quelque chose qui peut tout à fait accompagner, par exemple… dans la prévention d'un stress. Oui, alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi, par exemple, j'ai une démangeaison. Parce que quand on a parlé du toucher, ça peut être aussi vraiment, il y a des moments où on est à fleur de peau, quoi. Et on peut parfaitement se tapoter par l'EFT. Donc, c'est une technique qui invite à se tapoter sur des points d'énergie.
Alors, c'est bizarre. Moi qui suis cartésienne, ingénieure de formation, j'ai mis un peu de temps à apprivoiser l'idée. Et donc, je peux vraiment vous partager les choses d'une façon très comme ça, concrète. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire que ça ne fait pas disparaître le stimulus, mais ça peut m'aider à apaiser ce que moi, je vis. Moi, j'avais testé justement. Alors moi, j'aime pas cette sensation, je dois le faire trop fort, mais tu sais, de se tapoter justement. Mais je l'avais fait à mon fils sur les mains et il avait adoré ça. J'avais été très étonnée, mais il avait beaucoup adoré juste de le faire sur les mains, tu sais, les points. Oui, alors ça peut être douloureux. Moi, notamment, il y a un point sur la tête, là, sur le dessus de la tête qu'on doit tapoter, qui pour moi est très douloureux. On peut le faire doucement. Euh, En fait, c'est ça qui est génial avec l'EFT, c'est qu'on peut complètement adapter le truc à nous-mêmes. Et on peut tapoter pour ce qui nous gêne. Alors évidemment, ça ne fera pas disparaître l'odeur de fromage à table, ça c'est clair. Mais je peux me tapoter par exemple avant parce que je suis inquiète, parce qu'on va se déjeuner chez les grands-parents et je sais qu'il y aura le plateau de fromage et je sais qu'il va faire une station d'un quart d'heure à côté de nous. Et donc, je peux me tapoter là-dessus déjà pour faire baisser mon niveau de stress avant parce que je sais que ça va arriver, ou je peux m'isoler à la fin du repas parce que ça prend 10 minutes, je peux me mettre dans la salle de bain, j'ai besoin de rien d'autre que de mes mains. Donc, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut nous sauver, quoi. Et qui coûte rien. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie? Alors, notre objectif, donc, vous l'avez compris depuis le début, c'est d'apprendre à vivre avec et d'en faire aussi une richesse. Globalement, on va donner du temps pour que l'enfant se calme. On va lui expliquer concrètement pourquoi le comportement qui est généré par cette hypersensibilité, cette hyperréactivité n'est pas toujours adapté. Et on va essayer de trouver avec lui des stratégies pour que ce soit plus acceptable pour lui et pour les autres, et en se mettant d'accord sur des choix possibles. Alors, on va vous donner dans un premier temps des stratégies globales qui concernent, quel que soit le sens, qui permettent de calmer le jeu. Donc, on l'a dit tout à l'heure, verbaliser les sensations, prendre des respirations profondes. Alors ça, c'est pour faire descendre l'état d'éveil. S'accorder des pauses, pareil, pour faire descendre l'état d'éveil. Jouer avec son imagination, inventer une histoire, se chantonner une chanson dans la tête, ça permet de s'isoler sans le montrer. Se concentrer sur un autre sens. Par exemple, si le problème est le bruit, on peut compter tout ce qui est jaune autour de soi. Occuper le cerveau avec des sensations appréciées, créer ses propres sensations qui vont faire venir comme un écran aux sensations environnantes. Donc, focaliser son attention dessus et ça va diminuer la sensation d'être submergé par tel ou tel sens. On peut aussi utiliser un équipement apaisant pour le système nerveux. Je pense notamment à tout ce qui est couverture, coussins lestés, qui font diminuer l'état d'anxiété. Ça peut être aussi les objets à manipuler, à mâchouiller, qui vont aussi calmer le jeu. Ça peut être aussi de donner un temps limité avec un time timer sur l'hyperstimulation, en disant voilà, en fait, il va y avoir 10 minutes qui vont peut-être être un peu compliquées pour toi, mais au bout des 10 minutes, c'est terminé. Donc, par exemple, OK, tu veux faire de ce jeu qui pour toi est, enfin, moi j'ai noté que c'était quand même très stressant. Donc, du coup, on va limiter le temps. Voilà, donc le timer, il nous sert toujours. On va adapter un peu l'environnement. Alors, voilà, c'est important de ne pas tout adapter non plus, hein, vraiment, parce que sinon, en fait, on devient un peu esclave de cette chose-là et ça ne nous rend pas autonomes par rapport à ça. Alors, on peut sensibiliser l'entourage à cette spécificité. Par exemple, en classe, positionner l'enfant loin des sources potentielles de stress. Alors, ça peut être les lumières, les néons, les fenêtres, les bruits de couloir, les amis super tactiles. Voilà, il y a des enfants qui les touchent tout le temps comme ça, etc. Mais en fait, ils ne peuvent pas se concentrer. Ils sont complètement submergés. Là, ça fait même pas 10 minutes qu'ils sont dans la classe. Ils n'en peuvent déjà plus. Voilà. Et prévenir aussi 5 minutes avant que le stimulus n'arrive. Par exemple, dans 5 minutes, la cloche sonnera. Donc, pas de stress. Voilà, il s'est aussi rassuré sur ce qui va se passer. Dans un contexte collectif, donc là, je pense notamment aux classes, favoriser cet apaisement global du système en buvant régulièrement, voilà, la petite bouteille sur la table, en invitant l'enfant à respirer profondément, à faire des petits exercices de relaxation, des automassages qui peuvent permettre de calmer sans attirer l'attention sur lui. Alors, par exemple, un automassage super que moi je faisais au travail, c'est d'aller me laver les mains et de me masser les mains sous l'eau tiède. C'est 5 minutes, je sors de réunion, quand j'ai eu un coup de stress dans la réunion, là, je fais ça, je reviens, je suis calmée. C'est un truc que m'a donné une infirmière qu'elle faisait à l'hôpital et je trouve que c'est très efficace, c'est doux, c'est prendre soin de soi 5 minutes, quoi.
Voilà. Mais c'est vrai que se laver les mains, ça marche pour beaucoup de choses, aussi pour prendre des décisions, même si c'est pas le sujet. Mais c'est un geste tout bête qui fait plein de choses. En cas de crise, fermer ou baisser les lumières, réduire le bruit, diriger l'enfant vers un lieu calme, apporter des outils si on en a, bon, ça peut être soit dans la classe, soit chez soi, une bouteille de retour au calme, un casque avec une musique douce, pour lui laisser le temps de se calmer, l'inciter à sortir prendre l'air, instaurer des moments de récupération. Voilà, on est d'accord, voilà, il est hypersensible, etc. Mais il peut avoir ça comme stratégie. Écoute, voilà, quand tu sens que c'est comme ça, tu sors, tu as l'autorisation de sortir. Voilà, on peut faire ça. Dans ces moments-là, c'est inutile de parler, d'expliquer, de raisonner, de toucher, de donner des conseils. C'est vos actes qui aideront le mieux l'enfant. Et l'attitude non verbale, empathique, suffit. Donc, inutile de lui dire « Ah, bah oui, je comprends, t'as mal là, gna, 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 gna. » En fait, ça en rajoute une couche. Donc, aucun intérêt. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance, alors notamment avec tout le travail sur les émotions, etc., finalement, à tâter le pouls tout le temps. Voilà. Et finalement, ça ne les rend pas autonomes, alors ils peuvent être capables, juste parce qu'on est là, on dit « En fait, je suis présent, voilà, juste ça. Et puis, c'est tout. Ok, c'est bon. Et par notre action, on montre qu'on est d'accord avec ce qui est en train de se passer et qu'on est d'accord avec leur besoin de calme. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de tête, cœur, corps, c'est débrancher la tête, quoi. C'est-à-dire que nous, on peut accompagner autrement qu'en disant « Ah là là, tu es hypersensible ». Voilà. L'empathie suffit pour être cœur à cœur et les actes suffisent pour être dans le corps. Alors, quand on est dans une classe ou, par exemple, dans un groupe, on peut amener l'enfant à transporter des choses lourdes, faire des travaux lourds, faire du balayage, effacer le tableau, déplacer des meubles. Ça peut aussi aider à calmer. Voilà. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Voilà. Attention à la surprotection, on l'a beaucoup dit, mais c'est vraiment important. Essayer de garder un maximum de normalité, car le risque, ce serait de laisser croire à l'enfant que l'environnement va toujours s'adapter à lui, ce qui n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas. C'est peut-être malheureux, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour calmer le jeu, c'est rire avec l'enfant, danser, chanter, donner des gros câlins avant un repas, par exemple, pour ceux qui sont sensibles pour le goût, l'odorat, le toucher, respirer profondément avant un repas, minimiser les bruits, les lumières autour de lui. Parfois, ça paraît tout bête, mais prendre un enfant de plus à déjeuner, ça peut s'avérer une grande souffrance pour certains enfants hypersensibles. Parce qu'en fait, il y a une hypervigilance, même si c'est un ami et qu'ils s'entendent très bien. En fait, toute l'hypervigilance, le système d'éveil est au plus haut, parce que c'est quelque chose de peut-être moins normal que d'habitude, ou en tout cas où ils n'ont plus la possibilité vraiment de prendre leur pause. Et ça peut, voilà, alors même qu'on pensait que ils seraient super contents, là, ils ne sont pas du tout contents. Et puis, il y a des copains, nos enfants, qui sont particulièrement fatigants. C'est-à-dire que quand on a réussi à instaurer chez soi une espèce d'ambiance calme le midi, par exemple, et on invite justement le copain qui pousse des cris, bah, c'est pas étonnant qu'on trouve qu'il est un peu fatigant, celui-là. Voilà. Donc celui-là, il faut peut-être mieux l'inviter au soir. Voilà. Et on peut impliquer l'enfant dans les stratégies mises en place. En disant, en fait, tu sais quoi, on va peut-être pas l'inviter pour déjeuner, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est se voir au square ou se voir je sais pas où, enfin un autre endroit où ça sera moins impactant. Et finalement, c'est pas forcément refuser en bloc ce qui va se passer, mais trouver un aménagement. Et voilà, on va aménager sa vie en sortant du tout ou rien. Par exemple, la fête d'anniversaire avec 10 enfants petits, et après, il y a un besoin d'un silence total quand ils sont partis. On peut décider, enfin, il y a une marge de manœuvre quand même entre inviter 10 enfants, 5 enfants, 3 enfants, en fonction de l'âge, par exemple, pour éviter que ça soit le tout insupportable. Ça peut être aussi limiter le temps d'anniversaire. On n'est pas obligé de faire un anniversaire qui dure pendant 5 heures, pendant toute une après-midi. On peut en fait se dire que finalement, je préfère que ça soit 2 heures qui se passent bien, parce que je sais que 2 heures, il arrivera à peu près à le gérer. On peut limiter donc le nombre d'enfants. Alors chez nous, on fait plutôt un enfant, enfin normalement le même nombre d'enfants que l'âge du fêté. Quand c'est un enfant hypersensible, on peut enlever 1 ou 2 enfants par rapport à cette question-là. Voilà, donc c'est pour vous montrer sur quoi on peut jouer pour que finalement, aménager sans être dans l'exclusion totale. Voilà. Ou par exemple, il y a quand on va au centre commercial, on fait un tour chez Ikea et puis on se dit, ah bah tiens, je suis pas loin, je vais encore aller chez Leroy Merlin. Et puis tiens, on est encore pas loin, on va aller au Décathlon. Et puis finalement, on termine tous épuisés. Épuisés parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des éclairages, etc. Oui, mais en même temps, c'était l'occasion quand même. Et c'était l'occasion. Et peut-être, je ne suis pas obligée d'être à 200%, quoi. Peut-être, je peux me dire, bah non, en fait, je vais être à 60%. Donc, en fait, je vais juste aller dans le premier magasin et après, on rentre. Et ça évite
l'épuisement total, la mauvaise humeur de moi, de mes enfants, enfin tout ce qui peut arriver quand on a été trop loin, trop, quoi. Donc, c'est prendre en compte ça et se dire, est-ce que je ne serais pas en train de faire du 100% là et est-ce que je ne peux pas baisser mon niveau d'intensité de ma journée? Voilà. Et puis, on peut aussi mettre en place des stratégies selon les sens concernés. Donc, par exemple, pour l'odorat, en fait, on peut, quand on prépare les repas, enlever les ingrédients polémiques, ceux qui font que ça ne passe pas, quoi. On peut donner à notre enfant le temps de s'approprier l'odeur d'un aliment avant d'y goûter. Ok, ça va lui prendre du temps. C'est la première fois que je lui fais du chou-fleur. Je vois que c'est un peu dur. Bon, ok, peut-être que c'est pas cette fois-là qu'il va le manger. Alors, on peut aider notre enfant à supporter des odeurs qu'il n'aime pas en lui mettant du parfum sur le poignet qu'il peut sentir. Mais ça peut être aussi sa propre odeur qu'il peut apprendre à sentir. Ou alors, c'est aussi prêter une écharpe, un foulard avec le parfum de maman. Et donc, du coup, ça peut faire un environnement rassurant, sécurisant, quand il y a d'autres odeurs qui sont difficiles à vivre. Sauf quand ton enfant supporte aucune odeur, style parfum. Alors, ça peut être juste l'odeur de la peau, hein. Ouais, de sentir, parce que du coup, on revient vers une odeur plus neutre et connue et rassurante aussi, qui est notre propre odeur. Ouais, voilà, il y a aussi, alors je vais vous parler de moi. Moi, pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était hyper désagréable de la part des gens de mettre trop de parfum. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était moi qui le sentais trop, entre guillemets. C'est pas eux qui étaient désagréables, c'était moi qui le sentais plus. Par exemple, dans un ascenseur, c'était insupportable, quoi. Et donc, j'ai aussi appris que, ok, c'est pas leur démarche n'est pas. On t'en voulait pas, quoi, en Ou mettant pas trop de parfum. personnellement, mais en tout cas, je me disais quand même vis-à-vis des autres, voilà. Et comprendre qu'en fait, c'est juste, c'est quelqu'un qui me disait non, mais j'en ai assez pour pouvoir le sentir moi. C'est-à-dire que cette personne met le niveau qui lui semble correct pour elle, et si moi ça me gêne, c'est peut-être moi que ça gêne, quoi. Donc ça aussi, et du coup, voilà, je peux faire ça, et finalement, son odeur que j'aime pas, parce que j'aime pas son parfum, moi, je peux revenir en mien. Alors, il y a l'épineuse question du toucher, qui est quand même souvent rapportée par les parents comme quelque chose de difficile à vivre. Évidemment, pour les vêtements, ça va être favoriser les textures faciles à tolérer. Donc, ça va être tout ce qui est coton, notamment la maille des t-shirts, les chaussures en toile flexible, les vêtements qui n'ont pas de couture, donc beaucoup de vêtements de sport, nous sauve. Les leggings. Oui, les vêtements avec du stretch, voilà, tout ce qui permet cette extension. Évidemment, tous les vêtements sans étiquette, c'est toujours mieux. Les pantalons avec l'élastique à la taille, souvent les enfants aiment bien. Les manteaux qui sont plutôt minces et légers, qui ne font pas comme un carcan. Et puis, éviter tout ce qui gratte, comme les laines, les vêtements avec la dentelle là, au contact avec la peau, ou la broderie qui gratte par derrière si elle n'est pas doublée. Les vêtements qui serrent trop ou pas assez, donc ça, c'est à tester. La question des jeans, des chaussettes trop serrées, c'est à voir. Ils n'aiment pas les vêtements quand c'est mouillé, quand ça ne respire pas, ou les cache-cou qui sont trop serrés. Donc, c'est vraiment des textures à tester. Parfois, c'est des sandales en plastique bas de gamme qui vont poser problème. Donc, chez nous, on n'achète pas les chaussures à distance. Il faut vraiment qu'on les teste. Les vêtements qui sont sensibles à l'électricité statique, qui vont donner une espèce de sensation qui irrite. Donc, du coup, on enlève les étiquettes. Alors, on ne coupe pas l'étiquette, on la découe au décou-vite pour vraiment enlever même la petite partie. Je vois que tu fais oui, tu connais l'histoire. Oui, j'ai fait l'erreur parce que ça gratte encore plus. Ça gratte encore, notamment. Alors, moi, mon problème, c'est celles qui sont dans le t-shirt en bas à gauche, tu sais, sur la couture, là. Ça, c'est vraiment… Tu finis ta journée sur les nerfs juste parce que tu as eu ces 2 mm qui te gratouillent. Donc, parents… tester, vous voyez la différence, ça peut être sur les culottes, vraiment une différence majeure, ou alors à ce moment-là, mettre la culotte à l'envers. Donc, de même, on peut enfiler ses chaussettes à l'envers. Et du coup, on n'a pas le problème de la couture. Pareil pour les collants. Alors, donc, il y a la question du chaud et du froid. Parfois, la sensibilité s'accroît en fonction de ça. Donc, on peut donner à ses enfants des vêtements qui sont faciles. Hein. Par exemple, un gilet qu'on peut ouvrir, fermer, plutôt qu'un pull qui s'enfile avec la tête. Et du coup, on ne peut pas moduler cette question de température. Ou qu'on peut enlever facilement. Donc, évidemment, on va être plutôt sur du confort que sur de la mode. Ouais. Donc, ça veut dire on achète avec nos enfants au maximum et on entend que peut-être que le vêtement qu'ils vont être d'accord pour acheter dans le magasin
ils vont plus être d'accord pour le porter après. Et pourquoi? Parce que on en a parlé, il y a ces amplificateurs. Et ben parfois, l'amplificateur aura amplifié la réaction et donc on ne pourra pas supporter ce pantalon-là certains jours. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est bien d'avoir un kit d'urgence des vêtements qu'il peut mettre le matin quand il ne supporte rien. Et donc ça va éviter la crise du matin, quoi. Alors, ce qui est vrai pour les vêtements, bah, c'est vrai aussi avec ce qui est autour de la tête. Donc, par exemple, ça peut être dur de choisir les lunettes d'un enfant hypersensible. Moi, je mets à peu près 2 mois à trouver une nouvelle paire de lunettes parce que ça serre les tempes, parce que c'est lourd sur le nez, parce que ci, parce que ça. Donc, c'est pareil pour les serre-têtes des filles. Mais en fait, on peut aussi les moduler. Moi, par exemple, le casque pour quand je fais des visios, et ben en fait, je l'écarte sur le gaz. Je chauffe un peu et je le module jusqu'à ce qu'il me convienne. Et puis, le marchand de lunettes, je m'autorise à retourner 2-3 fois chez lui pour régler jusqu'à ce que ça aille vraiment. Donc, en fait, ça veut dire que nous, parents, moi, ce qui était dur, c'est que je disais à mon enfant, non mais attends, on a passé une après-midi à t'acheter des chaussures et là, tu me dis que tu ne peux pas les porter. Non, quoi, tu vas les mettre. Alors oui, bien sûr, on peut lui proposer, par exemple, le week-end, de les porter avant de les porter le lundi. Mais il y a aussi ce facteur aléa qui fait que parfois, en fait, ça n'ira pas. Et nous, pas le culpabiliser, mais être dans le OK, j'entends que c'est difficile de trouver la paire de chaussures idéale. Après, on peut lui faire lister aussi quelle est la paire de chaussures idéale pour avoir les bons critères et du coup choisir les vêtements qui iront avec ces critères-là. Oui, par exemple, nous, c'est les lacets autobloquants qui nous ont sauvé la vie. Parce qu'il y avait une histoire de serrage, pile-poil, de la chaussure sur le pied. Pareil. Et finalement, voilà, il y a des accessoires qu'on peut trouver et qui peuvent améliorer les choses. Il y a aussi, par exemple, tu disais lui faire dire, donc ça peut être un thermomètre à vêtements. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux supporter? Est-ce que c'est un jour on est dans le rouge ou est-ce que c'est un jour où on est dans le vert ou dans l'orange? C'est bien sûr, évidemment, quand on a trouvé le t-shirt qui va et le pantalon qui va, l'acheter en 3 exemplaires, ça peut nous simplifier la vie, hein, évidemment. Et puis, utiliser des moments avec de l'eau pour apaiser. Alors, c'est assez magique, hein, mais une douche, un bain. Et donc là, c'est OK. Moi, je suis OK La pour vaisselle. La vaisselle. Eh oui. Oui, ça peut. Voilà, mais du coup, je ne dis pas ta douche, hein, on est écologiste à la maison, donc c'est 1 minute 30, 2 minutes. Moi, je suis OK pour la douche de 10 minutes, un quart d'heure, si ça peut apaiser. Alors, ce n'est pas tous les jours des douches d'un quart d'heure, évidemment, mais il y a vraiment un effet très apaisant et qui peut être vraiment bénéfique à l'ambiance familiale. Donc, pour moi, ça vaut le coup, peut-être à ce moment-là, ce jour-là ou cette semaine-là, de faire des douches d'un quart d'heure. Il y a aussi des enfants pour lesquels ça ne fonctionne pas, hein, et je crois Oui. ils ont un problème avec l'eau. Hein. Avec l'eau, oui. Oui, après, voilà, c'est vraiment à chacun de voir ce qui l'apaise et ce qui fonctionne. Hein. Alors, pour le goût, plutôt que de faire une salade composée, faire une salade décomposée avec des ingrédients séparés et chacun se sert. Donc, en fait, pour vous, c'est la même préparation que d'habitude, c'est juste que ce n'est pas tout ensemble dans le même contenant. Dans le même ordre d'idée, la pizza maison, mais avec des goûts différents par bande. Comme ça, celui qui ne veut pas les champignons, il n'a pas les champignons. Celui qui ne veut pas le poivron, il n'a pas le poivron. Servir dans une assiette en petite quantité pour que aussi prendre le temps d'être pas submergé par ce qu'il peut y avoir à la fois en termes de quantité, de goût, de texture. Ne pas mélanger les textures et les saveurs. Ça dépend vraiment des enfants. Hein. Essayer les assiettes compartimentées, comme ça ne se touche pas. Commencer par les aliments croquants en début de repas. Parce que là, c'est bon, l'état d'éveil permet de manger des aliments croquants, à la fin, moins. Commencer le repas par des aliments stimulants et appréciés pour commencer le repas sur une note positive et qui va favoriser les émotions positives et du coup, ne pas être dans une hyper-vigilance dès le début du repas. Demander aussi juste de goûter la nouveauté en toute petite quantité et présenter régulièrement car les goûts changent au fil des âges. Pour ceux qui sont sensibles à la chaleur, au froid, servir le plat en fonction. Proposer ceux qui veulent goûter, goûtent comme un challenge. Comme ça, on s'adapte sans forcer, mais on permet la prise de risque quand même. Moi, je renchérirais sur le goût et évolue au fil des âges. C'est-à-dire qu'à nous aussi, parents, de ne pas graver dans le marbre « Ah oui, c'est vrai, mais toi, tu n'aimes pas le jambon ». En fait, à ce moment-là, cette semaine-là ou cette année-là, notre enfant a décidé qu'il n'aimait pas le jambon. Mais si nous, on le grave dans le marbre, en fait, c'est nous qui l'empêchons d'évoluer sur cette question-là. Et puis, il y a des…
sensibilités qui peuvent être générées par la suite. Alors, je pense, alors notamment là, pour le coup, pour les mamans après des grossesses, on peut être hypersensible à certaines choses sans savoir pourquoi, et ça demeure, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Pas s'interdire aussi de trouver des alliés dans l'alimentation pour aller appréhender la nouveauté ou des nouveaux goûts. Bah, si c'est le ketchup qui permet d'appréhender la nouveauté, allons-y pour le ketchup, hein, tant pis. Se garder aussi des options neutres en termes de prise de risque quand on n'a pas le courage de prendre des risques parce qu'on est trop épuisé pour faire face à une éventuelle crise, une éventuelle opposition. Alors peut-être pas tout le temps, mais voilà, l'option pâte, ça peut être pas mal parfois. Laisser passer aussi les fixettes parce que plus on se concentre dessus, moins ça passe. Moi, j'ai un fils qui a mangé que des choses blanches pendant 3 mois. Des bananes, des pâtes, des pommes de terre. Je me suis dit: «Oh, il a peut-être besoin, hein, je ne sais pas». Bon, ça l'a pas empêché de grandir, il n'est pas mort, il mange de tout maintenant, et ça n'empêche pas de proposer d'autres choses au fil du temps, même si voilà, s'il y avait une sensibilité à un moment donné sur quelque chose. Présenter le repas sous la forme de buffet familial pour que chacun puisse avoir selon sa sensibilité. Faire un planning des repas, ce qui évite les inquiétudes et les surprises. On le sait, on est prévenu, il y a du chou-fleur demain, ça sent pas bon, ça va sentir dans tout l'appartement. OK, très bien, mais on le sait, donc tout va bien, ça va aller on va pas être en état d'hypervigilance parce que tout à coup, agression, chou-fleur. Voilà, et puis choisir d'orienter la conversation sur des choses positives pendant le repas, de ne pas s'occuper de ce qui se passe dans les assiettes. Voilà, on ne va pas mener voilà, focaliser l'enfant sur ce qui se passe, c'est vraiment du détournement d'attention, mais ça fonctionne. Donc pourquoi il faut l'utiliser quand même. Alors pour le son, on peut déjà prévenir l'enfant quand un contexte va s'avérer bruyant. On en a parlé tout à l'heure, pour qu'il puisse mettre en œuvre ses stratégies. On peut aussi envisager, si c'est possible, que notre enfant ne mange pas à la cantine tous les jours, parce que c'est un contexte vraiment bruyant et que ça peut être vraiment fatigant pour notre enfant. Donc, notamment au collège, quand ils peuvent rentrer seuls, par exemple. On peut faire en sorte d'avoir un lieu de vie calme. Donc, on peut avoir des portes anti-bruit. On peut rénover ses fenêtres pour qu'elles laissent passer moins de son. On peut avoir des rideaux anti-bruit sur les fenêtres, comme il y a dans les hôtels près des aéroports, et sur sa porte d'entrée. On peut avoir un revêtement de sol adapté. On peut mettre des patins sous les chaises. On peut mettre des. Moi, j'avais mis des bandes de feu de collante sous les roues des voitures de mon fils, les voitures qui faisaient trop de bruit. Et de même, les jouets qui font des sons, on peut mettre un scotch sur le haut-parleur. Et ça, c'est des petites choses toutes simples qui peuvent vraiment apaiser la vie à la maison. Alors bien sûr, il y a les casques anti-bruit, il y a les bouchons d'oreille, les bandeaux néoprène. Attention à les utiliser quand même modérément, parce que sinon l'enfant va devenir de plus en plus intolérant au bruit. Donc à réserver à certaines occasions. Et en essayant régulièrement de trouver peut-être des stratégies nouvelles, en disant bah, tiens, si aujourd'hui on essayait de. Et si peut-être que si pendant 5 minutes on y arriverait. Et voilà, et petit à petit, alors il ne va pas forcément s'habituer, hein, mais voilà, petit à petit, lui montrer que pour 5 minutes, on peut tolérer ce bruit. Et voilà, on va peut-être pas faire ça 10 minutes. Voilà. Mais par exemple, on en a parlé tout à l'heure, tolérer le bruit, ça peut être faire soi-même son propre bruit, qui vient du coup recouvrir, ou pas forcément recouvrir complètement, si le bruit dehors est très fort, mais en tout cas, c'est le mien. Et le mien, je le gère et je peux me concentrer dessus. On peut essayer d'identifier des points de retrait possibles en cas de problème pour que l'enfant puisse faire une pause, si besoin. On peut jouer avec lui à des lotos sonores pour apprendre à reconnaître les bruits et du coup être moins surpris. Donc ça, c'est vraiment travailler sur le désagrément de la surprise. Et puis, on peut se faire une playlist de musique calme ou de sons comme le son de la mer, le son du vent, le son des oiseaux qu'on aime, qu'on peut écouter dans des lieux bruyants. Par exemple, avoir ça sur son téléphone et donner ça à son enfant dans la salle d'attente du médecin. Alors, et maintenant, on passe à la vue. Alors, pour les enfants qui sont sensibles, notamment à la luminosité, prévoir des lunettes de soleil, des lunettes qui foncent au soleil. La luminosité, ça peut être aussi dérangeant en fait dès le début de la journée, quand tout à coup on allume toutes les lumières de la maison parce que ça y est, on se réveille. Et ben, on peut peut-être prendre le petit déjeuner dans une certaine pénombre pour laisser le temps de s'habituer, et de la même manière diminuer progressivement les éclairages de la maison le soir pour diminuer la stimulation. On peut instaurer des variateurs de lumière sur les lampes, adapter l'éclairage de son intérieur, faire des dîners à la bougie, parce que d'abord, ça change, et deux, voilà, c'est un éclairage plus doux. On peut choisir des réveils avec des affichages les moins lumineux possibles. On peut penser à éteindre les appareils en veille, en plus c'est écologique, pour éviter les voyants la nuit. Installer des rideaux occultants
nous laissant passer juste ce qu'il faut de lumière pour les pauses dans la journée. Alors, il y a des enfants qui ne supportent pas le noir, mais il y en a qui aiment bien qu'il y ait un certain degré de lumière qu'on laisse entrer à travers les volets, les rideaux, tout, enfin, ce que vous avez pour obturer un peu les fenêtres. Voilà, mais on peut quand même aménager d'une certaine manière. Et puis, là, pour le coup, on peut vraiment faire, pour ceux qui sont sensibles à ce qui est beau et en ordre, on peut les faire participer à ça en choisissant des choses pour la maison ensemble, des objets qu'on aimera bien, qui vont nous satisfaire du point de vue de la vue. Voilà, ça peut aussi calmer le jeu, voilà, choisir les couleurs ensemble, voilà, pour quelque chose qui fasse descendre d'un cran les choses. Voilà, donc l'idée, c'est de rendre l'enfant autonome avec ses spécificités et puis de l'encourager à trouver lui-même des solutions créatives. Que plus ça va, plus ce soit lui qui invente ses solutions. Et puis, si elles sont créatives, en plus, c'est sympa. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps d'identifier, de faire des liens, de réajuster les perspectives avant de proposer des stratégies. D'y aller, en fait, doucement, graduellement, pour être sûr qu'on est bien dans le bon registre. Alors, on l'a dit, toutes les réactions inadéquates, elles ne découlent pas de l'hypersensibilité. En fait, ça peut être du ressort de la phobie, du ressort des obsessions, de l'opposition. Donc, y aller graduellement, c'est aussi une façon de peut-être réajuster nos démarches et de se reposer aussi sur les professionnels qui peuvent nous accompagner, faire la part des choses. En fait. Alors, on s'est aussi posé la question, mais et si c'était une chance, finalement, ce qu'on vit là à la maison avec nos loulous, comment on peut en faire quelque chose de positif? Et ben, on s'est dit, bah, en fait, ça rend quand même notre vie assez colorée, assez sonore, assez odorante, touchante, goûtue. Et puis, donc, en fait, on apprend à accueillir la vie comme elle vit. En fait, elle n'est pas étouffée comme dans du coton. Chez nous, elle est quand même très... elle nous saute un peu au visage. Et c'est une intensité qui rend notre vie quand même plutôt sympa. On s'est même parlé de fête des sens. Donc, on s'est dit, bah, en fait, on peut s'amuser avec cette hypersensibilité. Donc, la question qu'on s'est posée, on a brainstormé en se disant, mais finalement, qu'est-ce que ça révèle de talent et vers où ça peut nous emmener? Ben, on s'est dit, la vision, on en a parlé en tout début, c'est la sensibilité au beau aussi. C'est la possibilité de détecter des détails qui peuvent être nécessaires aussi. Donc, par exemple, pour l'architecture et la décoration. En fait, tous les métiers qui vont être visuels, donc le graphisme, l'illustration, bien sûr, mais aussi ce qui est mode, design. Et puis aussi, par exemple, les métiers de la relation d'aide, où tu détectes aussi par la vue ce qui se passe chez la personne en face de toi. Ça t'aide, en fait. Ça rentre en ligne de compte dans ce que tu vas chercher à détecter. On a réfléchi au son, on s'est dit, bon, bien sûr, il y a la question de l'oreille absolue pour les musiciens ou les métiers qui nécessitent une oreille fine. Pour les garagistes. Ouais. Voilà, ils vont savoir détecter juste à l'oreille. Ils n'ont même pas vu la voiture, ils savent si elle marche ou pas. Voilà, ou dans le même registre, en fait, tous les gens qui utilisent des outils pour lesquels c'est certains sons. Moi, j'ai vu mon mari expliquer à mes enfants, telle scie, il faut qu'elle fasse tel bruit. Et là, tu sais que tu t'en sers de la bonne façon. Le goût, bien sûr, les métiers de la bouche, mais aussi, enfin, juste dans notre vie toute simple, apprécier toute la richesse d'un plat, pouvoir vraiment apprécier tout ce que ça nous procure. L'odorat, alors évidemment, on pense au nez de parfumerie, mais il y a aussi tous les métiers de bouche, et puis tout ce qui permet de capter les signaux d'une odeur, bonne ou mauvaise. Moi, j'ai discuté, j'achète mon thé en vrac, et ma marchande de thé m'a dit, j'adore mon métier. On était toutes les deux en train de sentir un pot de thé pour voir si j'allais acheter le thé ou pas. Et elle me disait, mais vous vous rendez compte, moi, je sens ça toute la journée, j'adore mon métier. Je trouvais ça génial. Le toucher, alors bien sûr, être capable de détecter des textures, des matières extrêmement fines. Donc, ça va être tous les métiers du choix des matières, la mode, mais les artisans d'art aussi, quand on a besoin de toucher la matière. Les artistes, les cuisiniers, tous les métiers avec les plantes, le design. Et puis, ça nous a amené aussi à cette question de, mais en fait, moi, parent, est-ce que quand j'accompagne mon enfant, est-ce que je prends conscience de mes propres besoins? Moi, j'ai beaucoup amélioré la prise en compte de ces besoins liés aux 5 sens en accompagnant mes enfants. Je me suis rendu compte que je ne m'écoute pas beaucoup quand même. Et du coup, comment je prends soin de moi? Et puis, je vous rappelle qu'on est quand même de bons exemples pour nos enfants. Et que si on a envie qu'eux, ils prennent soin d'eux et qu'ils prennent soin de cette particularité,
nous, on peut être modélisant sur cette question pour autant qu'on le fasse et qu'on le fasse vraiment. Parce que sinon, on n'est quand même pas hyper cohérent. Voilà. Et au final, voilà, l'important, c'est d'amener nos enfants à intégrer cette notion de responsabilité à travers ce sujet de l'hypersensibilité sensorielle, prendre conscience de ce que je vis, de ce qui m'appartient, ne plus en rendre les autres responsables. C'est ça qui va être une vraie chance pour la vie. Parce que voilà, à partir du moment où j'aurai acquis une certaine autonomie par rapport à ça, ça n'enlève pas du tout mon hypersensibilité, hein, mais voilà, je peux faire des choses avec ça. Et donc, nous vous invitons à montrer à votre enfant l'importance de vivre ça en pleine conscience de ce qu'on vit, sans le nier, sans en faire une différence. C'est ni une chance ni une malchance, c'est là, ça fait partie de nous et nous faisons partie du monde, nous y contribuons aussi avec ça. Waouh! Eh ben, merci pour cette note positive et pour tous ces conseils que vous nous avez donnés. Je crois que vous nous avez préparé aussi un super bonus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, dans le bonus, en fait, on va vous permettre de créer votre petit kit d'urgence, justement en fonction des situations que vous rencontrez, avec un certain type à la fois une liste de choses que vous pouvez vous procurer pour pouvoir calmer le jeu, une liste d'actions que vous pouvez mettre en place pour, par exemple, un anniversaire, pour quand vous faites vos courses au supermarché, voilà, sur un certain nombre de situations, et pour vous amener à faire votre propre stratégie avec votre enfant quand il se passe telle ou telle chose. Voilà, l'idée, c'est de prendre un moment à froid, c'est-à-dire le moment de la réflexion pour concevoir le kit. Et là, on le conçoit ensemble, on vous donne des suggestions et on vous laisse la place pour vous aussi pouvoir inscrire ce qui vous semble important, ce qui conviendrait bien. Et puis que vous ayez après la liste, la checklist pour à ces moments-là, quand c'est le moment, le jour J, que vous l'ayez sous la main. Ouais, top. Donc, c'est à réfléchir. Merci. Super. Bon, vous avez un petit peu dit, mais est-ce que vous avez un dernier mot, une envie à rajouter là? Un dernier mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est, en fait, c'est une chance dans ce que ça nous apporte, à nous et à nos enfants, sur le chemin de la responsabilisation. Finalement, nos enfants, comme on les éduque vers l'autonomie, on les éduque aussi pour faire partie du monde, mais en ayant conscience de ce qui dépend d'eux et ce qui n'en dépend pas. Et ça, en fait, ce qu'au début, on pouvait prendre comme une tuile, ça peut être une chance dans ce sens-là, c'est-à-dire ça va être vraiment un sujet qui va permettre de découvrir cet aspect-là. Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Sur quoi tu peux agir et sur quoi, en fait, tu ne vas pas pouvoir agir? Et donc, aussi, de lâcher prise. Voilà. Et alors, moi, je mettrais juste un tout petit bémol, c'est que dans ce qu'on a exposé, c'est pour ce qui est de l'ordre du gérable. Il y a évidemment des gens pour lesquels ça n'est pas le cas parce que c'est des gros troubles. Voilà. Et donc, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pour des troubles modérés. Voilà. Donc, attention à ne pas non plus sous-estimer s'il y a des interventions nécessaires de professionnels, le cas échéant, parce qu'on peut faire un certain nombre de choses, vous l'avez vu, mais il y a certaines fois des choses qui peuvent être rééduquées ou prises en charge médicalement, ou on parle du paramédical. Ouais, super. Bah, merci Cécile, merci Gabriel. Merci Flora. Merci à toi, Florent.